Alors, bonjour à tous. Je suis Eliette Wettstein-Dété et je reprends mes interviews d'entrepreneuses. Et donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Anne Beer, qui se trouve sous le nom de Anne Beer Thérapie sur Facebook. Oui. Et tu vas nous présenter qui tu es, ce que tu fais. Et donc déjà, dis-nous, oui, écoute, qui tu es. Qui je suis? C'est une question philosophique. Question. Hein. C'est une question philosophique, ça. Donc, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup, Eliette, de me recevoir dans tes interviews. Et qui suis-je? Dans quelle étagère? On va arrêter de blaguer, mais bon, un peu il y a ça. C'est qui je suis, je pense que peut-être un jour je ne le saurai jamais. Donc, c'est pas très grave. Et puis, aujourd'hui, dans 2 jours, j'ai 60 ans. Dimanche, j'ai 60 ans. Et donc, ça fait 38 ans que je suis kiné. Donc, j'ai arrêté d'exercer il y a 2 ans maintenant. Et 21, 22 ans que je suis thérapeute et 17 ans que je suis formatrice. Okay. Et du coup, et tout neuf que je suis auteur, puisque là, on est vraiment dans les dernières étapes pour l'édition de mon premier livre, parce qu'il y en aura d'autres. C'est une collection là que j'entame. Et voilà, donc qui suis-je? C'est une identité qui bouge sans arrêt au fur et à mesure du travail sur soi et au fur et à mesure des évolutions qu'on a même en tant qu'entrepreneur. Voilà, donc j'ai commencé déjà par avoir 4 enfants. Et ça a été mon premier travail en tant qu'adulte, que jeune adulte. Donc, j'ai 4 filles adultes aujourd'hui. Les plus jeunes ont 23 et 24 ans. Et l'aînée a 36 ans, va avoir 36 ans là, le mois prochain. Et du coup, en fait, ça a pris énormément d'énergie et d'années de ma vie d'adulte. Et c'était un passage un peu obligé pour moi. C'est-à-dire, c'était pour moi une priorité dans cette vie-ci, c'était d'avoir plusieurs enfants. Et ensuite seulement... Là, on se retrouve, parce que moi, c'était mon objectif de vie, c'était d'avoir mes 4 enfants, et du coup, j'en ai eu 5, mais c'était mon seul objectif, moi, premier. Ça prenait toute la place, absolument, ouais. Et notamment en termes de désir d'enfant. Et parce que je me souviens très très bien de cet instant très particulier du jour où je suis allée chercher, parce que ma 4e fille, je l'ai adoptée, de ce jour à l'aéroport de Roissy, qui était le jour du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football en 98. Okay. Donc avec un monde fou, des équipes qui arrivaient, des équipes de supporters qui arrivaient déjà déguisées, qui faisaient beaucoup de bruit dans l'aéroport. Et moi qui étais tendue dans une émotion de dingue parce que ma gamine arrivait de Corée. Du moment où j'ai pu la prendre dans les bras, ça a mis un peu de temps parce qu'à l'époque, on considérait qu'avoir des émotions au moment où on reçoit son enfant, c'était mal. Oui. Et du coup, je me souviens que la personne qui s'occupait de l'œuvre, qui était quelqu'un de vraiment gentil, mais qui avait des notions un peu d'un temps ancien, qui ne voulait pas que je prenne mon enfant tant que j'avais des larmes dans mes yeux. Et j'ai pu enfin la prendre donc, au bout de quelques heures parce que mon émotion a été très très longue. On peut imaginer après un très long parcours dans l'adoption. Et donc quand j'ai pris cet enfant là que je ne connaissais pas du tout dans mes bras, j'avais juste une photo à la maison et que j'ai senti mon désir d'enfant enfin quitter mon ventre physiquement, ça a été un moment huche. Et c'est le moment où elle a pu s'abandonner en moi, enfin, sur moi. Elle a posé sa tête sur mon épaule et elle s'est endormie à ce moment-là. Et ça a été une rencontre au sommet, on va dire, entre moi et elle. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est impressionnant. Oui. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, avoir ces enfants, c'était quelque chose qui était presque de l'ordre de la pression. D'accord. Mais je ne me rendais pas compte que c'était une pression, en fait. Une pression en toi ou une pression mise par l'extérieur? Une pression en moi. En toi, hein, En moi. C'était un truc qui était très personnel. Bon, je suis issue d'une famille de 4 enfants, je suis la dernière. Mais le père de mes enfants aussi, il est aussi 4e de 4. Mais si tu veux, ma génération, c'est comme... Enfin, et la tienne encore plus parce que tu es plus jeune que moi, je veux dire, avoir plusieurs enfants,
Ça reste rare malgré tout. Alors, je pense que ça dépend des milieux, parce que moi, dans les gens que je côtoie, 4, c'est la norme. Voilà. Mais de Après, il y mon a côté, 5, non. 6. Les gens, ils avaient un, deux enfants. Grand maximum, ils en avaient trois. Ils avaient l'impression d'avoir une famille immense. Et moi, à 4, quand on me dit, ah, mais tu as une famille nombreuse, je dis, moi, nombreuse, bah, non, j'en ai que 4. C'est ça. Moi, je dis, j'en ai Mais que que 5. 4. Et Ouais. bon, ben, donc il y avait ça. Et vraiment, de sentir ce désir d'enfant qui quittait mon ventre, c'est vrai que ça m'a questionnée. En même temps, c'était très soulageant parce que je disais, ah, c'est bon, j'ai fini. J'ai fini. Maintenant, j'ai pas besoin de mettre en route une grossesse, pas besoin de remettre en route un autre projet. J'ai fini. Et j'ai fini. Et bon, en même temps, c'est un commencement. Hein, quand tu as un quatrième enfant arrive, ben, il faut, surtout quand il est adopté, il y a tout un travail un peu particulier à faire avec les enfants qui sont déjà dans la famille. Et puis, il faut les élever, il faut les mener à l'âge adulte. Hein, tu connais ça aussi bien que moi. Donc voilà, il y a tout un commencement de... Mais on va dire la famille était constituée. Ouais. Et du coup, après, tu as pu mettre ton énergie sur... Alors, j'ai attendu quand même que mes plus jeunes soient scolarisés. D'accord. Pour pouvoir repartir. Alors, j'avais déjà cette sensation en tant que kiné, tu vois, quand j'avais... moi, j'ai été une kiné un petit peu à l'ancienne dans la mesure où j'ai jamais eu 10 personnes en même temps. C'est quelque chose que je ne pouvais pas concevoir. Et du coup, j'ai toujours fait les gens... J'ai toujours eu au maximum que 2 personnes en même temps, c'est-à-dire quelqu'un que j'ai déjà massé, que j'ai déjà mobilisé, qui va faire des exercices juste à côté de moi, pendant que je vais mobiliser ou masser quelqu'un d'autre. D'accord. Et du coup, j'ai toujours eu cette... j'ai jamais voulu investir dans du matériel électrique, j'ai jamais voulu avoir des plateaux techniques. Tu vois, ces cabinets où tu as 10 ou 15 personnes qui bossent sur des machines complexes, tout ça. Non, ça m'a jamais intéressée. Et du coup, si tu veux, ben, je sentais beaucoup de choses chez les gens, mais je ne comprenais pas déjà qu'est-ce que je sentais, d'où ça sortait. Et surtout, je ne savais pas quoi en faire, quoi. Et en même temps, avec une espèce de frustration très forte d'observer que mes gestes de kiné, même les meilleurs au monde, si dans le cas où j'aurais été la meilleure kiné au monde, ce qui est évidemment impossible, on est bien d'accord, ne résoudrait pas ce que je ressentais de l'autre. Et que je voyais les gens revenir de façon récurrente pour des mal de dos, pour des mal d'épaule, pour des mal de genoux. Et du coup, est arrivé un moment où je me suis ennuyée dans mon travail parce que je sentais toute cette dimension-là, je sentais que je ne pouvais pas la résoudre et la frustration était à son comble. Et voilà, donc c'était quelque chose qui me posait problème. Et donc à l'époque, j'avais un dentiste qui était kinésiologue et qui m'a dit, bah, va faire kinésio. Et moi, comme une andouille, j'ai même pas fait le rapport que lui, il n'était pas kiné, qu'il était kinésiologue. Je ne sais pas pourquoi ce qui m'a pris ce jour-là, j'ai cru que c'était une spécialité un peu à part de la kinésithérapie. Et je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas. Et il m'a envoyé dans une école particulière, là, qui n'était pas très loin de chez moi. Un ami qui l'avait fondée. Et donc, je suis allée faire kinésiologie. Et là, j'ai ouvert un monde, un monde sur l'émotionnel. Vraiment, et alors à partir de là, je n'ai plus arrêté de me former. Quoi. Je me suis formée pendant des années en rajoutant chaque fois de nouvelles choses. Donc j'ai commencé donc par kinésio. C'était très frustrant parce que le test musculaire, il peut être très long avant que tu trouves les causes. Et puis c'était, en tout cas à l'époque, quand moi je l'ai fait, c'était surtout des éléments pour comprendre ce qui se jouait, mais pas pour aider à ce que ça arrête de se jouer. D'accord. Il n'y avait pas de la compréhension, mais pas l'action, pas le changement, pas la transformation, quoi. Pas la transformation, c'est ça. Et du coup, après, je suis allée faire du décodage biologique, donc qui t'informe sur le sens de la maladie, pourquoi tu tombes malade. Mais j'étais encore sur du pourquoi et pas sur du comment résoudre. Mais j'étais sur du pourquoi qui était encore plus fin, encore plus intéressant. Et comment dire, avec le décodage biologique, j'ai rencontré mon outil, mon véritable outil, parce que je l'utilise toujours aujourd'hui, plus de 20 ans après, parce que c'est quelque chose qui correspond à ma forme de réflexion, à ma manière de réfléchir.
Ok. Du coup, si tu veux, ça s'est super bien. Bon, le prof, il était imbuvable. Bon, ben, il avait ses propres problématiques à gérer et il ne les gérait pas, mais on va dire la teneur de ce qu'il nous a donné et sa pédagogie était assez bonne. En tout cas, pour moi, ça m'a convenu. Mhm. Et du coup, à partir de là, ben, je suis allée m'intéresser aussi au transgénérationnel parce qu'en dégotage, tu apprends que tu prends le porte-poids du passé de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Donc, je suis allée me former en transgénérationnel. Je me suis allée me former dans les mots du ressenti, c'est-à-dire comprendre que selon les mots que la personne utilise, elle va parler de telle cellule et aussi de tel sens qui est prédominant chez elle. Ok. Elle est visuelle, auditive, olfactive, kinesthésique, Sensitif. et donc ça c'était super et c'était encore plus de billes pour faire du bilan, pour faire une sorte de, je ne vais pas dire le mot diagnostic, mais pour faire un état général de la personne, mais j'avais toujours pas de solution, de technique de solution. Et du coup, j'ai rencontré dans ces stages d'autres personnes qui étaient des anciens du décodage et tout ça, et qui avaient développé d'autres techniques. Et du coup, je suis allée me former chez eux. Donc, essentiellement, des techniques qui étaient issues de tout le courant qui était, on parlait beaucoup de Palo Alto à l'époque, qui était un lieu de recherche là-dessus, sur comment aider l'humain et tout ça. Et donc, ces gens-là, ils avaient adapté des techniques qui étaient issues de Palo Alto au décodage biologique, donc c'était parfait pour moi. Donc, je me suis formée quelques années avec eux. Et puis, un jour est venu... je suis passée un peu par le Reiki, on en avait parlé l'autre jour. Bon, ça ne me satisfaisait pas. Et puis un jour, j'ai rencontré une formation de développement de l'intuition et donc j'ai sauté sur cette formation et je suis restée plusieurs années avec cette formatrice qui m'a appris tout ce que je n'avais pas encore vu dans le reste, notamment des choses aussi délicates que l'accompagnement à la naissance et l'accompagnement à la mort. Toute la partie sur la spiritualité, tout ça. Et ça m'a permis de faire des liens entre mon travail et un de mes... on ne peut pas appeler ça un hobby, mais quelque chose qui m'anime beaucoup, que je fais depuis maintenant 17 ans cette année, qui est aller sur les chemins de la géographie, de la géométrie sacrée. Ah oui, tu m'en as parlé aussi. Tu vois, d'aller sur des lieux, de sentir les énergies, de sentir comment ça fonctionne sur des lieux. Et du coup, j'ai fait des tas de liens. Grâce à cette formation sur l'intuition, qui avait un gros socle énergétique, et ben, ça m'a permis de faire des liens entre ce que j'apprenais en énergétique des lieux et l'énergétique de l'humain, et du coup faire des liens avec toutes les autres formations que j'ai fait avant. Du coup, une fois que mon intuition a été bien développée, j'ai revisité absolument tout ce que j'avais appris. Et quand on est intuitif, eh ben, on canalise aussi des informations. Et donc, j'ai recréé tout mon outil. Donc là, c'est mon outil que j'utilise. Voilà, c'est ça. Donc, tu as fait ton outil à partir de tout ce que tu as pu apprendre et tout ce que tu as et des modifications. comme formation. De quoi? Et j'ai modifié beaucoup de choses, en fait. D'accord. Tu vois? Okay. Oui, j'ai modifié beaucoup de choses parce qu'il y avait des choses qui sous l'œil de l'intuition, enfin, sous le regard de l'intuition, tu te dis non, là, il y a un truc qui n'est pas cohérent, il y a un truc qui ne va pas. Par exemple, j'ai modifié, j'avais appris beaucoup de protocoles justement dans cette formation qui était issue qui était une adaptation déjà de ce qui se faisait à Palo Alto et du décodage biologique. Il y avait beaucoup de protocoles. Tu vois, on fait comme ça et pas autrement. Ouais. Et bien moi, j'ai tout changé en fait. Et je les ai rendus très souples et c'est devenu du sur-mesure maintenant, en fait. Je pense, mais est-ce que c'est, toi qui as fait du Reiki aussi, je pense qu'il y a eu besoin de protocoles il y a quelques années. C'est une nécessité à un moment donné parce qu'il faut canaliser toutes les peurs qu'on peut avoir quand on est accompagnant débutant dans ces domaines-là. C'est très rassurant un protocole. Mais après, et puis il y a le moment où c'est très contraignant. Et puis moi, ce que j'ai vu, c'est que l'énergie était peut-être plus lente il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, et que là, ça va tellement vite. En fait, les protocoles, ils sont plus contraignants qu'autre chose parce que ça va plus vite que le protocole, en gros. Mais c'est ça, mais c'était tout l'intérêt de l'intuition, c'est qu'elle chante des tas d'étapes. Tu vois, on va dire, il y a notre connaissance, notre savoir, il y a notre technicité, et dans l'intérêt desquelles il y a des étapes. Dans les deux parties, il y a des étapes.
Et avec l'intuition, tu vas de l'étape 1 à l'étape 18 d'un coup, quoi. Tu n'as pas besoin de faire tous les numéros intermédiaires. Et du coup, il y a des fulgurances comme ça dans le travail d'accompagnement qui sont assez géniales. D'accord. Et du coup, alors avec tout ce parcours que tu as bien emmagasiné et fait ta technique, qui tu accompagnes en fait maintenant? C'est quoi ton… Alors, maintenant, j'observe que j'accompagne surtout des accompagnants. D'accord. Donc, des gens qui sont déjà dans le métier d'accompagnement, des coachs, des thérapeutes. Ça peut aussi être des ostéos, ça peut être des médecins, ça peut être des pharmaciens, ça peut être en tout cas des gens qui sont dans la relation d'aide à l'autre, même si c'est dans une relation d'aide qui est très formatée, comme les médecins ou les pharmaciens. Voilà, on va dire, voilà, ce sont les accompagnants que j'accompagne. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu leur proposes comme accompagnement? Alors, on va dire dans le cœur de métier, ce que j'aime particulièrement faire, c'est la thérapie de couple. D'accord. Et je l'ai adapté au business, à Mmh. l'accompagnement pour le business, parce qu'en fait, c'est la même chose. En fait. Le positionnement qu'on a vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre est le même que tu sois en couple. Ça peut paraître extrêmement choquant de se dire que oui, mais mon compagnon, c'est pas mon client. Oui, c'est pas le client, le compagnon. Mais nous-mêmes, qui on est nous profondément, on est toujours le même vis-à-vis de l'altérité, vis-à-vis de l'autre. Qui que soit l'autre, que ce soit un compagnon, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, que ce soit quelqu'un dans le monde du travail, et même quand on n'est pas entrepreneur. Moi, j'ai accompagné des gens qui étaient en burn-out, j'ai accompagné des gens qui étaient harcelés au travail. Donc, des gens qui sont dans la difficulté de la relation à l'autre, ils sont déjà dans la difficulté de la relation à soi, et forcément, ça impacte des difficultés de la relation à l'autre. Donc, on peut dire, oui, le cœur de mon métier, c'est la relation. C'est la relation, ok. À soi d'abord et ensuite à l'autre. D'accord. Oui, parce que j'ai vu que tu accompagnais aussi les dépendants affectifs. Oui. En fait, comment dire, je n'accompagne pas de pathologie en quelque sorte. J'accompagne des êtres humains là où ils en sont. Alors, il peut y avoir des dépendants affectifs, il peut y avoir des gens qui sont au-delà même, qui sont dans des fonctionnements de proie. Ça peut être simplement des gens qui sont en référence externe, ça c'est du jargon, mais c'est-à-dire qu'ils mettent l'autre en priorité par rapport à eux-mêmes et qui donc ne font pas ce qu'il faut pour eux-mêmes. Ça peut être des gens qui ont déjà beaucoup avancé sur le sujet et qui veulent aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'eux n'ont pas besoin de sortir d'une pathologie, mais qui ont besoin de bâtir quelque chose. Donc, eux, ils sont sortis de l'état difficile et ils veulent aller à l'étape d'après qui est d'être dans la co-construction avec leur conjoint, par exemple. D'accord. J'ai accompagné des couples d'entrepreneurs, par exemple. D'accord. Et alors, avec quoi ils repartent en fait quand ils ont travaillé avec toi? C'est quoi le gap qui passe ou le… Oui, ok. Oui. En fait, généralement, déjà, ils comprennent comment ils fonctionnent. D'accord. Et Donc, ils ils comprennent arrêtent comment ils fonctionnent eux et ils comprennent eux-mêmes comment à ils fonctionnent l'intérieur. ensemble. Voilà. C'est-à-dire, D'accord. ils sont relativement au clair sur ce qui fonctionne. Ils comprennent que des tensions, il y en aura toujours parce qu'il y a ce rêve irréel quand tu fais une thérapie de couple, tu n'as plus de tension de couple. C'est une erreur. La vie est un enchaînement de tensions plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Et c'est OK. Donc, ils comprennent qu'il y a des tensions et ils savent les gérer. D'accord. Et il se trouve que dans mes accompagnements, il y a des bébés qui arrivent après. D'accord. Il y a des bébés qui arrivent après, il y a des sexualités qui vont mieux. Il y a ça. Et il y a surtout de comprendre comment je fonctionne, comment mon fonctionnement va impacter ou pas l'autre, et jusqu'à quel point, et une reprise de pouvoir. Ok. Et ça, quand tu l'adaptes, alors ça c'est pour les couples, et quand tu l'adaptes au business, ça leur permet de mieux gérer leur business, je suppose. En tout cas, ça leur permet ça permet de sortir du fait de « Ah, mais j'ai fait absolument tout ce qu'il fallait, comment ça se fait que j'ai pas de clients ?» par exemple. Ou je comprends pas pourquoi ma relation client ne marche pas. Ou pourquoi les gens ne reviennent pas alors qu'ils étaient satisfaits. Tu vois, et ça, c'est juste des histoires de posture intérieure. D'accord.
de posture intérieure où on peut encore par moments se raconter des histoires. Et là, ils peuvent plus les raconter et ils ont des outils de modification. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils sont passés par toi, ils peuvent continuer en tout cas à utiliser. Oui, parce que toi, tu les enseignes, tu mets beaucoup de, Oui, il y a pas de une partie. méthodologie, mais de. Oui, c'est ça. Il y a de l'accompagnement, mais c'est l'accompagnement, il y a de la pédagogie, oui. Voilà, c'est ça, pédagogie. Où je donne des outils, en fait. Oui, oui. Je donne des outils, c'est-à-dire que ben, quand, par exemple, ils sont embarqués dans une émotion, ils ont des outils pour gérer l'émotion. Ok. Et surtout, ils arrêtent de mettre la faute sur l'autre, sur l'extérieur. Ah bon, les gens font ça? Mais oui. Moi, jamais. C'est ça. Nous, on fait jamais ça. Donc, bien sûr, Non, pas du tout. On n'est pas du tout passé par là. Ça ne nous tente pas du tout de recommencer. Tu vois, c'est ça. D'accord. C'est ça. Bien sûr qu'on fait tout ça et moi la première. Mais au moins quand je le fais, Tu sais que tu es en train de le faire. je sais que je suis en train de le faire et je peux. Et il y a un moment, je vais arrêter de me raconter des cracks quand même. Okay. Donc ça, je donne ça en fait. Une forme de lucidité et surtout de ne pas se flageller parce qu'on a entre guillemets rechuté. Parce que la rechute, elle fait partie de la vie en quelque sorte. Oui, puis comme on dit tout le temps, on est humain. Hein, donc même les grands Exactement. coachs, même les coachs, même les accompagnants, ils tombent dans ces pièges-là régulièrement. Mais exactement. Et je dirais peut-être même plus que les autres, peut-être. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on devient accompagnant? C'est qu'on a été très souffrant avant. Oui. Si on n'avait pas tant souffert, on ne serait pas devenu accompagnant, je pense. Oui, je valide. Mais oui, mais parce que en fait, c'est notre propre souffrance qui nous a mis sur ce chemin-là. Ce Et besoin puis, de comprendre, ce besoin de trouver les outils pour en sortir, pour arrêter d'avoir mal, eh ben, ça nous a amené du coup après à les utiliser pour aider les autres à arrêter d'avoir mal. c'est ça. Je dirais. Ouais. Et moi, je me rappelle, enfin, ma famille me disait, mais quand est-ce que tu vas arrêter de chercher? Quand est-ce que tu vas arrêter de te former et tout? Je dis, mais je peux pas. Je peux pas. J'ai besoin de savoir plus. J'ai besoin de savoir plus profond. J'ai besoin d'autres choses, encore d'autres choses. Et effectivement, c'est tout ça, tout le trajet que tu as fait que tu peux transmettre après. Mais c'est ça, parce qu'en fait, quand on est... je sais pas, l'humain est passionnant quand même. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ça me passionne. Ok. Et du coup, je sais que tu travailles qu'avec des... Enfin, tu travailles en individuel et tu travailles en groupe, mais qu'avec des petits groupes, toi. Tu préfères en fait faire Oui, vraiment... oui, parce que je garde quand même cette notion de sur-mesure qui est liée à mon intuition. Et du Ok. coup, quand je donne cours, par exemple, je sais que j'ai un maximum qui est, allez, tu vois, je crois que sur mes documents, il est marqué 20 personnes maximum, mais je crois que même 20, c'est énorme pour moi. Oui, ouais. Oui, tu m'as parlé plutôt de Déjà, 10. tu vois, et je travaille en ayant des assistants D'accord. dans mes formations, ben parce que j'ai pas des yeux derrière le dos et que j'ai que 2 oreilles et que même en étant très intuitif, tu peux pas capter tous les humains d'un même groupe en même temps. Voilà. Donc moi je suis très confortable à 10-12 personnes D'accord. avec 1 à 2 assistants. Ok. Voilà. Et alors, toi, le confinement, alors tu travaillais essentiellement en direct avant, En présentiel, en oui. présentiel. Ah oui, c'était 100% de mon activité, autant dans les stages que dans les séances que je fais en individuel. Oui, et là, je suis pas à 100% en ligne, mais quasi quand même. C'est ça, le confinement a eu cet effet-là et c'est à ce moment-là qu'on Confinement s'est numéro 1. vraiment rencontrés. C'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rencontrés Ouais. et que tu as pu m'aider, oui. Et oui, c'était, oui, c'est vrai, ça marche très bien en fait de travailler en ligne. Hein. Ça marche très bien. Et tu m'as dit, est-ce que toi, tu as même plus d'intuition? Est-ce que ça marche encore mieux en ligne ou pas? Je dirais que ça marche aussi bien, pas mieux. C'est bien, pareil, d'accord. Pareil. Alors moi j'ai une limite, c'est que le premier cycle de ma formation, j'ai besoin que les gens soient en présentiel. Donc D'accord. ça, c'est quelque chose qui actuellement est limité pour moi, ce qui est bien dommage parce que tu vois, j'ai un groupe de Nantes qui est en attente. J'ai pu finir le groupe de Pau juste avant le deuxième confinement, mais le groupe que j'accompagne à Nantes est en stand-by là, à cause du confinement.
C'est-à-dire que donc le premier stage, c'est obligé que ce soit en présentiel parce que tu as besoin de créer le lien, je suppose, ou Et non, il n'y de… a pas que ça, c'est qu'il j'aime bien travailler dans des espaces assez grands Oui. et parce que je donne la possibilité aux gens de se déplacer dans la pièce, de prendre du champ. Et ça, ben, en ligne, c'est pas possible, la personne est coincée à son ordi. Et puis moi, je passe mon temps à calibrer les visages, à calibrer les corps, les postures. Tu vois, si quelqu'un à un moment s'allonge par terre, ben, quand je suis derrière l'écran, tu ne peux pas le voir. D'accord. Si son ressenti l'amène à se mettre allongé, couché par terre, ben, je perds le contact. C'est la limite de l'écran, en fait. D'accord. Et ça, c'est pour tes stages que tu fais. Donc ça, c'est quoi? C'est pour le premier cycle qui est de 16 jours, donc il y a 4 modules de 4 jours, qui est sur le développement de l'intuition. Donc, il s'appelle les perceptions subtiles. Donc, mon école s'appelle l'être intuitif. Il y a 4 cycles. Le premier cycle, c'est donc les perceptions subtiles, où on a un gros socle d'énergétique pour parler un langage commun, où on libère vraiment l'intuition, c'est-à-dire tout ce qui pourrait freiner l'intuition est traité. Après, il y a un deuxième cycle qui est aussi de 16 jours, plus des journées de supervision, qui lui s'appelle les outils du thérapeute, où là, on va rentrer dans plus de théorie, plus de protocoles, mais des protocoles avec des allers-retours tout le temps entre le cognitif et l'intuitif. Comment je traite avec mon intuition une information cognitive? Donc là, on travaille sur les organes, on travaille sur le sens de la maladie, on travaille sur le transgénérationnel, on travaille sur toute la période pré-post-natale, on travaille sur l'incarnation, on travaille, tu vois, sur tout ce genre de choses. Alors que le premier cycle est plus orienté sur les chakras et les corps subtils, qui sont les outils de l'intuition. Là, on va travailler vraiment sur de l'organique et sur les ressentis de la vie de la personne et comment on déprogramme une problématique. Donc là, on est d'accord, là, ces formations-là, alors c'est les gens qui veulent pour eux, mais c'est les gens qui vont après alors, aussi. Le second cycle, lui, il est… Alors, normalement, le premier, je laisse quiconque a envie de venir y venir, mais j'oriente ma communication vers les accompagnants parce que c'est vraiment un outil extraordinaire pour les accompagnants, l'intuition. Ça fait gagner du temps et ça permet d'aller à une cible que tu n'aurais pas vue par des protocoles. Oui, alors que le second, il est clairement pour les accompagnants, parce que là, on apprend des outils d'accompagnement, des outils de thérapie. D'accord. Moi, j'appelle ça thérapie parce que c'est mon corps de métier, mais ce sont des outils d'accompagnement. Oui. On peut les utiliser en coaching aussi, tu vois. Je veux dire, c'est pas… D'accord. Et tu as ces deux niveaux-là ou tu as d'autres encore? Après, j'ai 2 autres cycles qui sont des cycles qui sont encore en fabrication. Tu as le cycle 3 qui est apprendre à former au cycle 1. D'accord. Et tu as le cycle 4 qui est apprendre à former au cycle 2. Ok. Voilà. Okay. Le but étant pour moi de petit à petit déléguer. Parce que je me rends compte quand même que de courir la France, de faire beaucoup de trajets en voiture, de donner des stages, tout ça, même si j'adore ça, j'ai besoin de plus de temps de récupération. Et voilà, et donc d'avoir une équipe qui travaille avec moi, ça va aussi. D'abord, c'est beaucoup plus galvanisant que d'être tout seul face au travail. Ouais. Et voilà. Et donc, mon équipe noyau est formée déjà. D'accord. Avec qui je fais tout le travail psychopédagogique. Nous sommes à l'œuvre en ce moment. Elles vont me dire, ah bon? Et oui, elles sont dans mon esprit et dans mon cœur, elles sont déjà à l'œuvre. Et donc, c'est deux copines. Donc, une qui est déjà assistante et une qui a déjà fait, qui est déjà formée. Donc, ça permet d'avoir un regard autre que le mien sur ma formation. Oui. Parce que moi, je ne peux voir que ce que je vois moi, de mon point de vue. Donc, elles apportent d'autres points de vue, d'autres angles de vue. Et c'est en ça que c'est précieux, sans compter leur intelligence qui est pour moi du vif argent. Et ce sont des personnes de cœur, de grand cœur. Donc, du cœur, de l'intelligence et un autre regard, c'est parfait pour l'amitié. Tu as le combo gagnant là. Oui, je pense. Oui, je les ai sollicités parce que je le ressentais comme ça. Voilà.
Et toujours par le fait de m'intéresser à la relation, eh bien, j'ai créé le club des relations avec qui je travaille avec 6 autres filles et qui est donc un groupe Facebook là où nous faisons des animations, où nous faisons des accompagnements particuliers où nous accompagnons à plusieurs. D'accord. Où là, on n'accompagne pas soi seul, on accompagne on tricote, en fait, on tisse nos compétences à plusieurs, à 2, à 3. Parfois, il y aura des équipes de 4 aussi, je pense. Je sens que c'est en train de venir. Voilà. Et donc, elles ont toutes des compétences différentes. C'est que des filles. Alors, il nous manque un webmaster et on aimerait bien que ce soit un homme. Histoire d'apporter un peu de diversité, un peu de masculin et de yang dans cette équipe de filles. D'accord. Remarquable au demeurant, mais d'avoir un gars, ce serait sympa. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. On fera un casting bientôt. T'es multi, toujours dans le même domaine, hein, toujours dans l'accompagnement, toujours dans l'humain. Toujours pour être au mieux de soi-même, dans la meilleure version de soi. C'est ça. Et là, on travaille vraiment la relation à soi, la relation à l'autre, que l'autre ce soit un bon ami, que ce soit un partenaire business, un client, un fournisseur, peu importe la posture qu'il y a dans le business, ou un amoureux ou une amoureuse. Oui, parce que du coup, tout est pareil, quoi, en gros, ce que tu disais. Hein. Ben, ça part de toi. Si tu attends que l'autre vienne combler tout le temps tes attentes, qu'il vienne régler tes problématiques, qu'il soit ton sauveur, et ben forcément, ça ouvre la porte à des comportements, entre guillemets, en distorsion. J'allais dire déviant, mais bon, c'est trop fort, déviant, mais voilà. À partir du moment où tu mets ton pouvoir chez l'autre, pour venir guérir tes blessures, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, la personne avec qui je me suis mariée et que j'ai quittée ensuite, eh ben, j'attendais de lui des choses inouïes qu'il n'a absolument pas pu fournir, et c'est normal qu'il ne les ait pas fournies. Je lui ai mis une charge de dingue, ce gars-là. Donc forcément, après, le couple est parti à la dérive. C'était... Enfin, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui faire, j'aurais peut-être pris d'autres chemins, mais là, non, c'était pas possible. On est d'accord que c'est pas que les femmes qui mettent des attentes, ou c'est quand même très féminin d'avoir des attentes. Alors non, je pense que les hommes les ont, ils en sont peut-être. Alors moins conscients, c'est dur de dire ça parce que les hommes sont très conscients. Disons que je dirais que les hommes mettent moins le focus sur leur attente que les femmes. D'accord. Parce que nous, on a quand même cette immense connerie du prince charmant qui continue de pourrir la vie. Même si tu tords le cou à cette croyance, c'est quand même dans l'air ambiant, quoi. Ouais. Puis dans les dessins animés. On voit pas mal de choses qui passent sur les réseaux sociaux où ces femmes veulent un homme alpha. Ouais. Sauf qu'elles veulent un homme alpha, sauf qu'elles veulent continuer de commander dans le couple. Donc, ça ne peut pas marcher. Hein, si tu veux un alpha. Alors, elles veulent être couple alpha, tu sais, comme dans les meutes de loups. Mais le couple de loup alpha dans une meute de loup, il est très dur avec son entourage. Ils le maintiennent une pointe de fer, donc ça devient des comportements chez les humains qui sont pathologiques, qui sont recevables chez les loups, mais qui ne sont pas recevables chez l'humain. Il y a des trucs que j'ai loupés encore, moi. J'ai pas vu ça. Hein. Non, mais tu veux dire sur les publications? Ah oui, les listes alors les nanas qui font des listes, c'est leur partenaire idéal. Mais le pauvre, tu vois des listes comme ça, alors que chez l'homme, et j'aime particulièrement accompagner les hommes aussi pour ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas complexes et qu'ils ne sont pas subtils, hein, entendons-nous bien. Hein. Mais il y a des besoins qui sont moins marqués parce que l'homme, il a l'habitude de tenir sur son propre axe depuis beaucoup plus longtemps que la femme. D'accord. Attends, nous, on a le droit d'avoir un chéquier et on a le droit de travailler avec l'autorisation de notre mari depuis 1965. Le chéquier, alors ma mère, on en a parlé ce week-end, ma mère, elle m'a dit en 75, quand elle s'est mariée, elle est obligée de demander à mon père, en fait, de lui signer une autorisation. Oui, mais cette autorisation, elle n'est possible que depuis 65. Ouais. Elle a duré, c'est-à-dire elle a commencé d'avoir le droit d'accéder à un chéquier avec autorisation en 65. Moi, je sais que j'ai pu avoir un chéquier, donc moi, j'ai été majeure en 78, donc j'ai pu avoir un chéquier à mon propre nom, un compte en banque à mon propre nom,
Il suffisait que je sois majeure, tu vois. D'accord. Et ça, moi, Bah, j'étais majeure en 78, donc enfin, mine de rien, enfin, c'est ça, enfin, ce que j'entends, c'est que les femmes, on a besoin de trouver cet axe en nous, qu'on va forcément, on met plus de temps, mais parce qu'on démarre de plus tard, quoi. mais on démarre de très récent. Parce que Mm, si tu regardes, ne serait-ce que notre inconscient collectif et d'autres transgénérationnels, c'est extrêmement récent. C'est-à-dire que nous, on est passé de. Avant, on était tout le temps mineurs, tant qu'on n'a pas eu le droit de vote. Le droit de vote, c'est juste, juste, à la, après la guerre, ouais. juste après la guerre. Mais tu te rends compte, ça veut dire que pour tout, il fallait demander au père. Et quand on n'était plus sous le père, on était sous le mari. Avec le mari. Et pour tout, il fallait demander au mari. Pour s'acheter une robe, pour acheter un vêtement aux enfants. Évidemment, ça dépendait du mari que tu avais. Si tu avais un mari tolérant qui te laissait faire, ça allait. S'il y avait un mari un peu restrictif, un peu avec des idées à l'ancienne, et ben, pour tout, tu devais demander. Et tu veux que je prépare quoi à manger à midi? Tu vois, ça paraît ubuesque vu depuis aujourd'hui, 2020. Mais quand même, quoi. Mais quand même, enfin, tu vois, moi, ce contre quoi, alors moi, je suis séparée là depuis 2 ans, et ce Oui. contre quoi j'ai eu le plus à me battre, c'est que moi, j'étais mère au foyer pendant 15 ans, Mm. mais les femmes dans ma famille ne travaillent pas, etc. Et donc vraiment, donc là, je suis obligée de travailler. Et Oui. c'est vraiment le sortir du fonctionnement de femme au foyer. Mais c'est ça. C'est ça. S'occuper toujours des enfants, mais travailler en même temps. Et j'ai beau voir qu'il y a plein de femmes qui le font, etc. Oui. Pas dans mon monde à moi. Oui. Et Ben, moi c'est aussi, le plus difficile. ouais. Ma mère, elle est restée femme au foyer jusqu'à mes 8 ans où elle est partie se former et apprendre un métier. Et d'ailleurs, ça a fait éclater le couple de mes parents en partie parce Ah, que mais mon père ne supportait pas que ma mère gagne de l'argent. hum. Mais ça reste. Hein. Je suis désolée, mais ça reste encore maintenant. Oui, Hein. oui, ça reste aussi, ça reste encore. Et bon, mes parents, je veux dire, ma mère, elle a 96 ans, donc tu vois, elle est très, très âgée. Mon père est décédé déjà depuis longtemps. Mais c'est pour dire, quoi. Et donc, ça veut dire que dans notre inconscient collectif, il y a encore ce truc-là, quoi. Et c'est Sûr, pour ça qu'on est super encore en train présent. de se bagarrer pour travailler égal, salaire égal. Et là, je suis d'accord qu'il faut se bagarrer. Mais après, il faut faire de son compagnon un partenaire, un vrai partenaire et faire une équipe avec et pas être en compétition sans arrêt en disant moi je. Hum. Et pour ça, il faut tenir sur son propre axe et pas avoir besoin que l'autre nous serve de tuteur. Et donc ça, c'est ce que tu fais quand tu as les couples, c'est ce que C'est ce tu que je fais quand j'ai les couples, mais c'est ce que je fais quand j'ai juste une personne, quoi. juste une personne aussi. Moi, je fais beaucoup de travail sur la posture intérieure, le positionnement intérieur, l'axe, comment je le définis par moi-même, comment je construis mes valeurs, comment je construis mon système de fonctionnement sans dépendre des autres. Ok. Ben, ça a l'air passionnant ce que tu fais. Ben, je te remercie. Moi, j'ai envie de bosser avec toi, tu vois. En tout cas, moi, ça me passionne. Ouais. Et voilà. Et du coup, bah, effectivement, ça transparaît dans mes formations, même si c'est l'intuition et le travail de thérapeute que je transmets, mais c'est ça qui ressort, quoi. Et Ok. c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire un livre sur le couple, tu vois. Donc c'est ça. Vas-y, parle-nous un petit peu de ton livre alors. Ah, mon livre, la grande aventure de cette année et du premier confinement. C'est donc, je me suis fait accompagner pour écrire ce livre parce qu'il était dans les tiroirs depuis très longtemps sans prendre forme. Et du coup, j'ai une superbe coach en Ouais, que je écriture connais aussi. qui est spécialisée dans l'accompagnement des gens qui travaillent en développement personnel et qui veulent écrire. Et donc, c'est une niche, on va dire, d'accompagnement, et du coup, elle est vraiment très douée dans ce domaine-là. Elle écrit elle-même, elle est elle-même accompagnante. Ouais. Et elle s'appelle Fanny Folly, donc vous la trouvez facilement sur Facebook. Vraiment, je vous la recommande chaudement. Et parce qu'elle m'a pris par la main et quand elle a vu que j'étais dans un gros écueil, qu'il y avait un truc que j'arrivais pas à faire, il y avait un gap que je passais pas, elle m'a proposé de faire complètement différemment. D'accord. Du coup, on est parti sur quelque chose d'autre et on est parti donc sur ce qu'on appelle un livre expert. Au départ, on était parti sur un roman. Et bon, je crois que c'est pas ma tasse de thé, le roman. J'adore les lire, mais peut-être pas les faire. Ou en tout cas pour l'instant. Et on est parti donc sur un livre expert, mais qui contient un conte. D'accord. Donc, il y a des parties, on va dire entre guillemets, théoriques.
Et en fait, par chapitre, il y a 3 parties théoriques. Il y a la minute de l'expert sur le sujet du chapitre. Il y a les précautions d'usage. Il y a le compte. Et après, il y a un petit résumé pratique. Okay. Voilà. Génial. Donc, chaque chapitre est construit comme ça. Pour les gens qui avaient envie de lire le compte in extenso, on l'a remis, mais que le compte seul à la fin, en plus. Voilà. Okay. Et donc, il sort quand? Et donc, eh ben, la question est là, je ne le saurai que dimanche ou lundi, quand est-ce qu'il sort, parce que ben, il y a toujours des bugs, hein, tu sais, la largeur de la couverture, du dos de la couverture, il y a des pages blanches qui se sont glissées dans le truc, qu'il faut enlever les pages blanches, tu vois, c'est que des trucs, des petits trucs techniques. Et donc, il y a encore un petit truc technique qui coince que Fanny est en train de résoudre, puisque ça fait partie de son travail. Et ça part donc chez l'éditeur. D'accord. Voilà. Bon, donc, les gens, s'ils veulent te contacter, c'est sur ta Facebook, oui, page sur ma page Anne Beer Facebook. Thérapie. J'ai mon site aussi, annebeer.fr. D'accord. Où on voit tout mon travail et de thérapeute et de formatrice. Et où on n'a pas encore accès à des conférences enregistrées parce que j'en ai pas encore. D'accord. Mercredi, dans mon groupe, le Club des relations, je donne une conférence sur le couple qui est offerte aux membres du groupe. Donc, si vous avez envie d'assister à cette conférence et de bénéficier du contenu de dingue que mes copines et moi, on met sur ce groupe, eh ben, postulez. Il faut répondre à 3 questions pour y entrer. J'ai aussi un autre groupe qui s'appelle L'être intuitif, du nom de mon école, donc pour les gens qui s'intéressent à l'intuition. Là aussi, il faut répondre à 3 petites questions pour pouvoir entrer. À savoir qu'on fait autant dans le groupe Le Club des relations que dans le groupe L'être intuitif, c'est drastique sur les questions. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas aux questions, je ne vous accepterai pas dans le groupe. Voilà. Okay. Comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit, c'est clair et net. Voilà. Et puis, ton livre, tu t'en feras de la promo, enfin, tu vas en Oui, parler. mais j'ai déjà fait la lecture d'un extrait cette semaine. Et donc, normalement, dès que Fanny me donne le feu vert, j'en parlerai un peu plus avec une date. D'accord. Ok. Avec une date et sachant que voilà, il y a une partie qui est liée à la publication qui est un peu ralentie à cause du confinement et des mesures sanitaires qui fait qu'il y a moins de monde qui peut travailler. Donc, toutes choses prennent plus de temps que prévu. Okay. Voilà. Bon, mais qui va tomber pile poil parce que tout est bien fait et donc. Voilà, tout s'accomplit, et comme dirait un de mes amis qui est géobiologue, tout s'accomplit dans la perfection. C'est ça. Tout est ajusté et s'accomplit dans la perfection. Donc oui, puis il n'y a pas de problème. Puis on arrive aux fêtes de Noël, ça peut être un chouette cadeau. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah, écoute, même moi, j'ai appris plein de choses et je suis ravie d'avoir fait cette interview avec toi. Ah, merci beaucoup. Tu m'attires de plus en plus, en fait. Ta manière de travailler. Ah, très bien. Ben, ce serait un grand plaisir. Un très grand plaisir de travailler ensemble. Ben oui, puisqu'on on peut commencer juste à dire, hein, on a un mais oui, ensemble. bien sûr. Hein. Oui. On n'a pas encore trouvé le titre de notre stage, mais on est en train de concevoir quelque chose ensemble avec Eliette. Ah, vas-y, parle-en quand même. Et voilà, oui. Donc, on a envie d'animer un stage en présentiel de plusieurs jours, hein, et avec de l'hébergement pris dedans, justement, pour rester bien ensemble en immersion. Et justement de travailler sur la puissance, de travailler sur le positionnement, de travailler sur relier l'âme et le corps. Oui, c'est ça. L'identité, vraiment faire un travail très très profond et très puissant. Voilà, de faire un travail très profond et justement de permettre comme ça un réalignement et en fait que la fusée à 3 étages de chacun puisse bien fonctionner, que chacun puisse mettre le feu au réacteur pour aller là où il a envie d'aller. C'est ça. En gros, on va jouer les rampes de lancement, hein, Eliette. Voilà, et ben, tu qu'à l'appeler comme ça, on l'a qu'à l'appeler comme ça, le stage, rampe de lancement. 3, 2, 1, feu. C'est ça. Non, bon, il faut qu'on voit avec les confinements, etc. Mais sinon, ça serait plutôt mars, avril. Oui, ce serait sans doute mars-avril, voilà. Et dans
Voilà. Et on a déjà des pistes sur des jolis lieux. On pourrait être en pension complète, donc on ne s'inquiéterait pas pour les repas et sans que ce soit une dépense faramineuse, que ce soit sympa, qu'on mange bien, qu'on dorme bien et qu'on fasse des magnifiques choses en stage. Et qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations. Ouais. Voilà, c'est ça. Le C'est but, ça qui est beau dans nos métiers, c'est d'aider à la transformation et de la voir naître. Alors ça, on a un chouette métier, c'est sûr. Oui, on a un magnifique métier, c'est vrai. En tout cas, ça nous permet d'avoir envie de nous lever le matin pour le vivre. C'est ça. Ouais. Super. Ok. Eh ben, écoute, merci d'en avoir parlé. Merci pour cette interview et puis on vous recommuniquera plus sur le stage quand les dates seront fixées, quand on en saura un peu plus sur le déconfinement. Ouais. Voilà. Anne, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliette. Belle journée à tous. Et puis, donc, n'hésitez pas, je vous remets les coordonnées de Anne en dessous. Très bien. Comme ça, dans les commentaires, très bien, super. Merci. Surtout le site et mon profil, ça devrait suffire. Site et ton profil. Ok, je vais remettre ça. Voilà, merci beaucoup. Passez une belle journée, passez tous une belle journée. Dans le sud, c'est ensoleillé. Vers chez toi aussi, Eliette, ça a l'air ensoleillé. Ouais, ça l'est. Tant mieux, super. Des bisous à tout le monde et au revoir. Au revoir.